premier entretien dans le cadre de cette enquête sur la mutation d'identité de l'identité juive en Israël et sur la question de la supposée hébraïté et de sa définition, de ses contours qui sont encore assez mal définis. Donc notre premier invité, Ariel Richard, bonjour. Bonjour. Peut-être on va commencer simplement par le récit de votre alia. C'était il y a maintenant 25 ans environ. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, peut-être nous tracer le paysage de la manière dont vous viviez à Paris, je crois, oui. Avant de partir et comment s'est finalement prise cette décision? D'abord, il faut savoir que depuis l'âge de 17 ans, mon idée est de monter en Israël. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit « je n'envisage pas ma vie en France ». On a mis quelques années, puisque vous voyez que depuis 17 ans, c'est plus que 20 ans ou 25 ans, mais ça a toujours été mon idée. On habitait Paris, on avait une vie extrêmement très agréable, luxueuse, sans soucis matériels. Nos enfants étaient scolarisés dans le public, ce qui était quelque chose dans la famille de très important. Jamais on serait allé dans une école juive. Jusqu'au jour où on a voulu inscrire les derniers, qui étaient des jumeaux, nos petits jumeaux. Et, non, je me trompe, c'est pas vrai, jusqu'au jour où notre troisième fille, qui était extrêmement brillante, voulait entrer à Janson de Sailly et elle avait 9 ans. Et elle est arrivée à Janson de Sailly et tout le monde a dit « Ah, c'est toi, en gros, le génie des Carpates ». Nous, ça ne nous a pas plu qu'on la traite comme ça, parce que c'est vrai qu'elle était géniale et qu'on ne voulait pas de ça. Et on a cherché une école qui la rabaisserait un petit peu et qui la mettrait au milieu d'autres génies, entre guillemets. Donc on est allé au cours Atmer, que j'ai détesté, on a cherché des écoles comme ça. Et à Shabbat, je pense que nous sommes la seule famille à avoir été inscrite dans les écoles juives un Shabbat. On était avec Madame Lévy, qui était directrice du primaire à Maïmonide, à Maïmo, et on lui a raconté qu'on ne savait pas où mettre Nathanaël, et elle nous a dit, on ne savait pas où mettre nos jumeaux. Elle nous a dit, si vous me donnez Nathanaël, j'inscris les jumeaux aussi. Et donc, du jour au lendemain, on a mis 3 enfants à l'école juive. Comme on avait mis 3, ça a beaucoup changé notre vie. On a mis 3 enfants à l'école juive. Notre deuxième fils, qui était toujours à Janson de Sailly, a voulu aussi aller à l'école juive parce qu'il a commencé Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Et lui, il allait à l'école et ça ne lui plaisait pas, etc. Et je suis allée voir la directrice, le proviseur d'ailleurs, de Janson Sailly. On était très anxieux d'y mettre Jean-David dans cette école juive, parce qu'on savait que Nathanaël, de toute façon, où qu'elle soit, elle marcherait. Que les petits, ils étaient en maternelle, ça n'avait aucune importance pour nous. Mais lui, il était en 3e, en 4e, et ça nous paraissait déjà un choix plus compliqué. Et je suis donc allée voir la proviseure et ça a été aussi un petit déclic pour l'ALIA supplémentaire. Et je lui ai dit, écoutez, notre fils voudrait aller à l'école juive. Nous, on est très contents de Janson de Sailly, mais vraiment, il ne veut plus, il fait une espèce de fixation là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on le mette à l'école juive pendant quelques temps? Il travaillait très bien, donc ce n'était pas une question de le renvoyer. De le mettre à l'école juive pendant quelques temps, et si ça ne lui plaît pas, si ça ne nous plaît pas, de le reprendre. Et elle m'a dit, vous voulez en faire un rabbin de votre fils? Alors nous, ah ben non, alors là, pas du tout. Alors elle dit, dites-vous bien, il quitte Janson, je ne le reprendrai jamais. Alors je dis, ben alors c'est parfait, vous ne le reprendrez jamais, il quitte demain. Et je l'ai mis immédiatement à l'école juive, parce que cette phrase, ça a été aussi un petit déclic supplémentaire de dire, ah non, ça c'est pas... Ça signifiait quoi finalement? Ça signifiait, on vous faisait remarquer... Que l'école juive, c'était pas l'école laïque, voilà. Que c'était un choix... Il y avait quelque chose dans votre façon d'être qui ne collait pas. Oui, absolument, absolument. Et nous, j'en ai parlé avec mon mari, mais nous, ça ne nous a pas plu, et on a dit, c'est une raison de plus pour le mettre à l'école juive, c'est pas une façon de parler, etc. Et à l'école juive, quelques mois plus tard, notre fille aînée, Myriam, qui elle était en terminale, a voulu y aller. Là, on a dit non, parce qu'on lui a fait le calcul du nombre de Shabbats qui restaient, etc. On lui a dit, toi, tu restes, puisque tu es en terminale, tu passes ton bac et c'est fini. Et on avait donc 4 enfants à l'école juive. Et ça a énormément favorisé notre alia, parce que notre façon de vivre a changé, nos amis ont changé, et il y a eu une espèce d'enclenchement de l'alia à ce moment-là.
qui existait toujours, mais qui a été largement favorisé par ça. En 92... Je voudrais quand même revenir juste sur le mouvement initial, parce que vous avez dit dès 17 ans. Oui. Ouais, ça venait d'où l'origine de ce mouvement? D'un voyage que j'avais fait ici avec mes parents après mon bac. Et je pense que, en particulier, maman était très sioniste. Comme tout le monde, je me souviens des oranges et des pamplemousses qu'on recevait et qu'on achetait ici, et des kilos qu'on mangeait plus ou moins pourris parce que ça durait pendant des semaines. On était très en rapport avec Israël chez nous. On ne mangeait pas cachère, mais ça existait. Il faut dire que l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est qu'on était juifs parce qu'on était contre les Allemands. Ça, c'était le judaïsme de mes parents et surtout de ma mère. Juifs contre les Allemands, c'est-à-dire ne rentrait rien qui soit notre cache-route, ne rentrait rien qui soit allemand à la maison. Ça, c'était la cache-route. Mais il y avait Israël qui existait, et je pense que s'il avait été facile, en particulier laissant des vieux parents ici, là-bas, je veux dire en France, s'il avait été plus facile de venir en Israël, comme ça a été le cas dans les années qui ont suivi, je pense que déjà mes parents seraient montés. Mais moi, c'était vraiment ancré en moi énormément. Et donc, le processus a démarré avec tout ce que vous avez raconté avec l'histoire des enfants. Et après, la décision s'est prise Alors, la décision s'est prise en 2 temps. Le premier temps, c'est que j'ai lu un article dans un journal du Médif qui disait le temps que vous lisiez cet article, il sera trop tard pour faire reconnaître vos diplômes. Et j'ai donc dit, je vais faire immédiatement reconnaître mon diplôme de médecine. Et on est monté dans les semaines qui ont suivi à Shavuot ici, je suis allée directement pour faire reconnaître le diplôme de médecine, et ils m'ont dit, vous êtes israélienne? Alors je tombais des nues. J'ai dit, non. Alors ils m'ont dit, pour être médecin ici, il faut être israélien. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais devenir israélienne. Et dans ce même 4 jours qu'on a passé ici en Israël, entre Shavuot et les 3 jours avant ou 2 jours après, je ne me souviens plus exactement, je suis devenue israélienne. C'était très facile à l'époque. J'avais la ketouba de ma mère. J'ai abandonné mes enfants, entre guillemets, parce qu'ils m'ont dit, mais vous montez sans vos enfants. J'ai dit oui. J'ai juste écrit une lettre disant que mon mari garderait les enfants en France et que moi je montais. C'était vraiment surréaliste. Et je suis devenue israélienne. Quand on est revenu 6 semaines plus tard, dans la boîte aux lettres de la maison que nous avions, il y avait ma théodat Olé, orange, le passeport orange. Et ensuite, quand mon mari a vu ça, il a été jaloux et on est allé au Misrad à Pnim également. Et également en 1 heure, il est devenu israélien. Et donc, c'est comme ça que nous sommes retournés en France. Et 2 ans plus tard, notre fils Jean-David, qui était donc, comme je l'ai expliqué, à l'école juive à Maïmo, et à qui nous avions promis de ne pas bouger tant qu'il n'avait pas eu son bac, est revenu un soir à la maison et il nous a dit j'ai aujourd'hui entendu le Rav Kling qui nous a parlé. L'année prochaine, je ne reste pas en France, je pars à Kfar Maimon, dans l'école en question. Et on lui a dit, alors écoute, si tu pars, c'est toi qu'on attend, donc on s'en va tous. Et là aussi, mais c'est pas que c'était des réactions violentes, etc. C'est que ça entrait, disons que des petites choses comme ça, comme une espèce de signal quasiment divin, faisait que ça se passait, qu'on pouvait enclencher. On est arrivé ici en mars, le même jour... De quelle année 94. Le même jour où le bus... Il y avait à ce moment-là beaucoup d'attentats, c'était l'intifada. Beaucoup d'attentats et il y avait eu un attentat sur Emek Rephaim. Et là, il y a eu encore... À Jérusalem. Et de toute façon, on s'est installé à Jérusalem. On était installé à Jérusalem. La maison qu'on avait était à Jérusalem. Et là aussi, il y a eu encore un petit déclic. C'est l'idée d'appartenance, de partage, disons. Nous étions en face de l'école que nous avions choisie pour les 2 petits. Et qui avait 6 ans à l'époque. Et il y avait le défilé de Purim des enfants tout déguisés, etc. Et la maîtresse nous a dit, voyez, nous faisons Keilou. C'est un mot qui m'est vraiment resté, comme si. Comme si. Et parce que dans ma vie, après, ça a été beaucoup comme si aussi. Beaucoup Keilou. Keilou, finalement, c'est un terme qui pourrait exprimer beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses. Parce on y reviendra beaucoup de choses qu'on garde en soi et qu'on ne dit pas. On fait Keilou parce que, vous voyez, cet enfant qui est là, il a perdu son père ce matin dans l'attentat qui a eu lieu à Emek Rephaim.
Et à ce moment-là, là aussi, il y a eu encore un signe, c'est qu'on a dit, bon, mais maintenant, d'accord, cette école, elle nous convient. On s'est senti, on ne connaissait rien. On ne parlait pas l'hébreu, d'ailleurs, on ne parle toujours pas, mais enfin, on ne parlait pas l'hébreu, et tout était complètement intuitif. Et là, on s'est senti partager cette destinée quasiment des enfants qui étaient déguisés le jour de Purim. Il était midi. On a téléphoné à la mairie pour dire, ça y est, on a choisi l'école. Et la mairie qui était fermée a réouvert ses portes, c'était pas comme maintenant, hein, a réouvert ses portes pour qu'on puisse inscrire nos enfants, les 2 petits, dans cette école de Jérusalem. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'incroyable qu'une mairie rouvre sa porte pour pouvoir prendre des olives. Alors, installation en mars 1994, vous aviez là les possibilités de retravailler? Alors, on n'a pas cherché, non. Là, je parle pour moi, je n'ai pas cherché à travailler. Je vais vous dire, l'ALIA demande tellement de force, et j'ai un métier où il faut avoir une puissance, pédiatre, hein, je suis pédiatre, une puissance énorme de conviction et de... Il faut avoir des choses dans l'estomac pour pouvoir rassurer des parents, pour pouvoir leur dire ne vous inquiétez pas, pour pouvoir leur dire voilà ce qui se passe, pour pouvoir... Il faut être très fort pour être pédiatre. Et en fait, quand on fait son ALIA, on est très faible. L'ensemble de mes forces était dirigé sur les milliards de signaux qu'on avait de partout, qui allaient depuis, je me souviens, ici il fait frais en avril, comme vous voyez, et le matin il fait frais à Jérusalem, vous envoyez vos enfants avec un manteau à l'école, ils reviennent à 1h de l'après-midi, ils sont en nage, il fait un soleil extraordinaire. Le sel ne sale pas comme le sel français. De la viande, on en mange beaucoup moins, on mange beaucoup plus des légumes, etc., des pitotes, tout est nouveau, tout est un signal. Il y a tellement de choses à absorber. Là, j'ai été une fois convoquée par la maîtresse de mon dernier fils, Ézéchiel, à qui je donnais, le matin, on donne un goûter aux enfants ici, et je donnais des petits pains qui sont des larmagnottes, qui ressemblaient un petit peu à des petits pains au lait, et je mettais du citron, je mettais du saumon fumé, et c'est avec ça qu'ils partaient à l'école. La maîtresse m'a convoquée en me disant il ne faut pas donner ça à votre fils. Ici, les enfants mangent des pitotes avec dedans des concombres, des tomates, etc. Tous les enfants veulent partager ce que mange votre fils, et il ne faut pas faire de différence. Donnez-lui des larmagnottes. C'est-à-dire je ne savais pas, ouais. Je ne sais toujours pas d'ailleurs exactement, je plaisante. Mais elle m'a dit, donnez-lui des mamtakim, c'est-à-dire ça c'est des bonbons. Mais ça m'a paru mais tellement aberrant. Vous voyez, les choses sont tellement différentes de ce que vous avez connu. Ça demande une énergie mais considérable. On est exténué en permanence, mais exténué, physiquement exténué. Le soir, à 8h du soir, il n'y a plus personne. On ne comprend pas bien quand même cette faiblesse dont vous parlez, parce que vous me parlez du sel, vous me parlez des petites choses qui ne paraissent pas non plus des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a quelque chose intérieurement aussi qui se produit? Non, je sais que c'est ça que vous attendez, mais non. Le début, c'était 1 milliard de signaux quotidiens, de toutes petites choses qui arrivaient dans la journée et qu'il fallait en permanence résoudre, et en permanence, alors vous ne connaissez pas la langue, et surtout la mentalité. Je vous donne un exemple. J'ai notre fille, Ilana, est revenue 5-6 fois de suite avec des poux. Moi, un jour, j'en ai eu ras-le-bol des poux, et je suis allée voir la maîtresse. Et je lui ai dit, écoutez, nous en France, je suis pédiatre, genre Annie Rofat Yeladim, alors je vais vous donner un conseil, mais à peu près sur ce ton. Nous en France, on reçoit un mot de la maîtresse, il y a des poux dans la classe, le lundi soir, tout le monde fait un shampoing, le même jour, tout le monde. Tout le monde enlève les poux, et quand on revient à l'école, il n'y a plus un pou dans la classe. Quand ça revient, ça revient. Mais je ne peux pas, moi, faire un shampoing le lundi quand les autres ne font pas, et ensuite de nouveau le mercredi, et j'en peux plus de ces poux. Et elle m'a dit, madame, ici, un pou, c'est considéré comme un signe de bonne santé. Vous voyez, alors ça vous paraît un détail, mais l'ensemble de ces choses-là, mais c'est extravagant la difficulté qu'on a dans une journée. Et l'électricité qui saute, et vous ne pouvez pas appeler l'électricien facilement parce que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment faire, vous vous faites massacrer dans les prix, vous vous faites... une fois, j'ai demandé à quelqu'un... on n'avait pas de problème financier grâce à Dieu, mais est-ce que vous pouvez me réparer ça? Il me donne un prix en dollars. Je lui dis, pourquoi pas en yens pendant que vous y êtes? C'est-à-dire, tout était
tout est difficile, tout est très nouveau. Et ça va de la lumière, comme je vous ai expliqué, ou de la chaleur, à la qualité du sel pour saler les aliments. C'est très compliqué. Mais on est quand même aidé dans une société de personnes qui... On dit souvent que la société est solidaire, qu'il y a quand même une aide extérieure, qu'on se sent soutenu. Nous, on est venus tout seuls, comme vous l'avez compris, puisqu'on est venus sans aide de personne. Et vous n'avez pas forcément ressenti ça. Je n'ai rien ressenti. Non, je n'ai senti... C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, ici, les gens sont très spéciaux. Quand vous êtes en grande difficulté, ils sont là. Et dans les guerres dans lesquelles nous avons été là, c'est extraordinaire, la solidarité qui existe entre les voisins. Sinon, on n'a fait partie d'aucun groupe, sauf du MEDIF, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis allée aux conférences du MEDIF. Mais ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller demander de l'aide. Et bon, à part ça, mon mari voyageait tout le temps. Alors ça, c'est la grande période des aléas dite Boeing. Il était donc, c'était là aussi une difficulté. Il travaillait en France. Il travaillait en France. Et une difficulté terrible qui était, enfin que j'ai ressentie comme une difficulté terrible, qui est, vous voyez, il rentrait, enfin parlons de son départ, il partait le dimanche, donc le dimanche on s'engueulait parce qu'il partait, il y avait un vrai stress dans la famille. Et puis ensuite, j'étais toute triste, on se réconciliait, il n'était même pas encore dans l'avion, qu'on se disait c'est vraiment idiot ce qui est arrivé, oui c'est vrai, c'est idiot, etc. Lundi, pas de problème. Mardi, je me trouvais très très bien, en ce sens que je m'occupais que des enfants. Moi, une maison c'est facile à entretenir quand il n'y a pas d'homme dans la maison, je mangeais, je préparais pas de repas pour moi, etc. Le mercredi, pas de problème. Le jeudi, il rentrait. J'étais dans un état d'excitation très grand de son arrivée. J'allais le chercher à l'aéroport, je ne l'accompagnais jamais, mais j'allais toujours le chercher le jeudi. J'allais le chercher. À ce moment-là, on était très heureux de se retrouver, mais lui, il était à un niveau avec ses problèmes de France, moi à un niveau avec mes problèmes d'ici. Le petit, il a eu une mauvaise note en mathématiques, je ne sais pas comment faire avec l'hébreu, je ne sais pas, tout des questions banales. Lui, il arrivait avec ses questions de Paris, et on n'était pas sur la même longueur d'onde. Shabbat, c'était Shabbat, dimanche, on était, etc. On se remettait sur le même truc et on repartait. Donc ça, l'Alia Boeing, ça a été, à mon avis, une grosse erreur et une catastrophe. C'est vraiment, mais je crois que les couples maintenant qui font leur Alia ne font plus ça. Je crois qu'ils s'installent. Donc là, vous parliez du début. Bon, j'imagine que progressivement, les choses se sont calmées. Et vous me demandiez pourquoi je parle de ça, parce que vous me demandiez est-ce que vous avez travaillé. Oui. Non, je n'ai pas travaillé parce que j'étais vide. Oui, je comprends. Non, mais je comprends cette phase de difficulté que vous racontez très bien. Donc, comment ça se passe après? On remonte la pente, on s'acclimate, on s'adapte. La première année est merveilleuse, à part ça, parce qu'il fait très beau, parce qu'on est dans le pays qu'on a choisi, parce qu'on a le sentiment d'avoir fait une grande chose. Moi, j'avais le sentiment, je peux mourir demain, parce que j'ai fait quelque chose d'immense. J'ai amené ici 5 enfants et c'était quelque chose qui me paraissait vraiment très grand, ce que j'avais fait, une grande histoire. C'était au niveau de la sensation ou c'était élaboré? Non, c'est élaboré. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait qu'on est chez nous. Et on va construire, on va faire partie de l'histoire de ce pays qui en fait a quasiment notre âge. C'était pas tout à fait vrai parce que j'avais 40 ans et lui n'avait pas 40 ans, mais quasiment c'était le même âge. On est comme faisant partie d'une histoire sur laquelle on peut avoir, ce qui n'est pas vrai non plus, un vrai impact. C'est ça que vous ressentiez? Je ressentais ça. Et vous le ressentez toujours? Ah oui, absolument. Je ressens que on a fait la chose juste. Je ne vous parle pas des événements en France ou des événements dans le monde. Je vous parle. On a fait une chose immense qui est de rentrer chez nous. Même si chez nous, un petit peu comme c'est bien d'être au Ritz. La robinetterie est en or, les assiettes sont magnifiques, les plats sont très sophistiqués, etc. Mais vous n'êtes pas chez vous. Ici, il n'y a rien de ça. C'est vraiment, tout est le balagan le plus complet, mais vous êtes chez vous. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment où on peut s'asseoir. D'ailleurs, j'ai ce sentiment-là, c'est que depuis qu'on est ici, on a ouvert les perspectives du monde entier. C'est-à-dire, avant, on se sentait par exemple obligé de venir en Israël pour toutes les vacances. On est toujours venu en Israël avec tous nos enfants toutes les 6 semaines. Mais maintenant, on peut aller en Amérique, ça ne nous dérange pas. En France, en Chine, etc., on sait qu'on est assis ici.
Et ça, c'est un sentiment d'inconfort très très grand. Et donc l'adaptation, c'est progressif, ce sentiment, parce que là vous parliez de ce bonheur de la première année qui continue, mais au niveau des difficultés dont vous parliez, est-ce qu'après vous avez le sentiment qu'il y a des phases, que au bout d'un certain nombre d'années, on est autrement, enfin on se comporte autrement, on a intégré la situation? Disons que je crois que nous, on se comporte en français réel. On vit en France, d'ailleurs, on parle tous français. Ouais. Tous nos amis sont français. Ouais. Nous n'avons aucun ami israélien. Comment ça se fait? Parce que, par exemple, quand j'ai travaillé en tant que pédiatre, ne connaissant pas bien la langue, en pédiatrie, enfin en médecine en général, il faut connaître le sens des silences, il faut connaître le sens de la psychologie, quand je vous expliquais l'histoire d'époux, mais c'est vrai sur des choses plus profondes, et qu'il n'y a qu'avec les Français qu'on pouvait vraiment s'exprimer ou connaître la valeur d'un silence, ou je me souviens d'un papa qui ne me regardait pas dans les yeux. J'ai immédiatement pensé qu'il ne me disait pas l'entièreté de la vérité, sa réponse n'était pas complète, par exemple. Or, je vois par exemple, quand je travaillais à l'hôpital, puisque j'ai dû faire un stage de 6 mois à Sharet Zedek, et en pédiatrie, et combien de fois j'ai eu par exemple des gens très religieux en face de moi à qui je posais les questions, et je me souviens d'un monsieur, je lui ai dit, il venait me voir pour un enfant qui avait la diarrhée, je lui demande, il y a du sang dans les selles, il vomit, il a maigri, et il ne me regardait jamais dans les yeux, donc j'étais au début extrêmement choquée. Mais en fait, j'ai vu maintenant que les religieux ne vous regardent pas dans les yeux. D'ailleurs, les Israéliens non plus ne vous regardent pas réellement dans les yeux. Mais en médecine, par exemple, c'est un petit signe. Mais c'est très important de regarder la personne dans les yeux, savoir ce qu'elle ressent et si la réponse est complète ou pas complète. Dans la respiration aussi. Mais il n'y a qu'avec le français. Alors, je me suis occupée exclusivement des Français et des Américains. Et donc, vous n'avez pas appris l'hébreu? Non, alors là, je n'ai pas appris l'hébreu, je le parle un petit peu quand même, il ne faut pas exagérer, mais je mets un point d'honneur à ne pas le parler, c'est un peu curieux. Et ça, c'est bien typiquement mon mari qui m'a mis ça dans la tête. Parce que je veux démontrer au monde d'abord que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas l'hébreu qu'on ne peut pas être ici. C'est quasiment du militantisme de parler français ici, premièrement. Ça veut dire quoi alors ? On peut venir ici même si on... Parce que beaucoup de gens vous disent « je ne viens pas parce que je ne parle pas l'hébreu et j'ai peur de ne pas l'apprendre ». Ce n'est pas un problème. D'abord, vraiment, ce n'est pas un problème. D'abord, la communauté française est immense, donc est vraiment grande. Donc vous avez avec qui aller au théâtre, avec qui aller au concert, c'est encore mieux parce que le vocabulaire, c'est pas le problème. Et parce que c'est à l'heure, à mon avis, quand vous avez déjà 40 ou 43 ans, de venir et de penser qu'on va apprendre l'hébreu autrement que de dire des choses pour aller au supermarché. Quand vous voulez dire des choses profondes, vous avez un vocabulaire d'un enfant de 8 ans, de 10 ans, disons, et vous voulez parler comme une femme de 40 ans avec des nuances quasiment de la peinture de Colette, vous ne pouvez pas. Vous êtes comme... il vous manque quelque chose de réel dans le vocabulaire. Donc c'est à l'heure de penser qu'on peut parler hébreu. Autrement que, je vous répète, le supermarché, ça oui. Et il ne faut pas que les gens ne viennent pas au prétexte qu'ils ne parlent pas l'hébreu. Ce n'est pas une barrière, ce n'est pas là qu'est la barrière. De toute façon, vos enfants parlent hébreu. Mais vous voyez, ma fille aînée, elle est pédiatre aussi, et on a été très très surpris. Un jour, on l'amène au restaurant, elle était déjà ici depuis 2-3 ans, on l'amène au restaurant, on demande nous des menus en anglais, et elle demande aussi un menu en anglais, elle faisait ses études de médecine, elle avait terminé ses études de médecine. Et elle demandait encore le menu en anglais. Et elle dit, je ne comprends pas leurs blagues, je ne connais pas les chansons du GAN, toutes ces choses-là, c'est des choses très importantes. Vous chantez au clair de la lune, vous savez ce que c'est un escargot tout chaud, vous savez ce que c'est toutes ces choses-là, et vous ne le savez pas en hébreu. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler de ne pas parler l'hébreu ou de ne pas faire partie de la population. En plus, il y a une autre chose, chez les Israéliens, vous êtes Olé Hadash un jour, vous êtes Olé Hadash pour toujours. Et ça... Et français, non. Vous vous sentez désignée comme française ici ? Oui, d'abord maintenant encore plus, parce que les Français n'ont pas tous bonne presse, avec toutes les histoires qu'il y a eu, mais il y a 25 ans, ce n'était pas comme ça. Mais surtout, genre, qui êtes-vous pour prendre la parole ? L'histoire d'époux, je vous l'ai racontée, mais un jour, mon mari qui est allé parler,
quand il y a eu l'histoire de la reconnaissance, je ne sais pas exactement les détails, mais de la reconnaissance par les Israéliens ont signé un traité. Je me souviens que Claude était allé raconter à un avocat, vous avez tort de signer ce traité parce qu'un jour, les officiers de l'armée et les plus hauts gradés encore sortiront et on pourra les mettre, les emprisonner ou je ne sais pas quoi. Sur le tribunal pénal international. Exactement. Ouais. Et n'entrez pas là-dedans, c'est une erreur totale. Il lui avait dit, mais qui es-tu? Mais vraiment, comme ça. Qui es-tu pour dire? Et c'est ce qui est arrivé ensuite. C'est-à-dire, et c'est pour ça que lui aussi s'est retiré, entre guillemets, des affaires en Israël, parce qu'il avait des responsabilités importantes en France, c'est un homme qui a fait des grandes choses, et ici, il est considéré comme un olé hadash, quasiment du niveau des poux. Qui es-tu pour dire comment on doit traiter les poux? Oui. Comme vous qui étiez pédiatre. Mais justement, il y a ce sentiment quand on arrive où on est dépouillé de tous ces attributs, on va dire. Oui, voilà. Absolument. Donc, ça fait partie aussi à la fois de la dureté, mais peut-être aussi de la nécessité de se reconfigurer pour être dans cette société. Non, l'histoire là c'est très intéressant. J'entends beaucoup de gens dire ça, par exemple. Il ne peut pas venir parce qu'il est rabbin en France, ou il ne peut pas venir parce qu'il est médecin ou professeur de médecine et qu'est-ce qu'il va être ici. Je n'ai jamais pensé, mais c'est très profond, que je suis Ariel Wormser ici. Ici, je suis une femme juive qui construit son pays. Une femme et on fait quelque chose de beaucoup plus grand que d'être professeur de médecine, que d'être je ne sais pas quoi. On fait partie d'un tout. Je pense que l'individu, c'est comme ça que je le ressens, l'individu n'existe plus. Je m'en fous de moi. Je fais partie d'une histoire. Et je participe de cette histoire. Un peu comme un caillou qui est en fait indispensable, parce que si vous enlevez ce caillou, il va y avoir un trou. Donc le caillou est indispensable, mais il n'est rien. On s'en fiche de ce qu'on est. On regarde ce qu'on fait, et surtout ce qu'on fait en amenant maintenant ici, vous voyez, j'ai numéro 12 et numéro 13 de mes petits-enfants qui arrivent. Donc j'ai planté 13 arbres supplémentaires dans ce pays. Je me sens forte. Je n'ai pas besoin d'exister en tant que j'avais une clientèle en France magnifique. Vraiment, on parlait du docteur Wormser partout dans le 17e et dans le 8e arrondissement. J'étais quelqu'un de très connu. Je m'en fiche complètement. Parce que je suis indispensable, même si je suis dans l'ombre. Je fais partie d'une histoire. Mais je le ressens mais profondément, et ça, je dois dire que c'est très agréable parce que je suis sûre de moi. J'ai aucun doute. Et on n'a pas besoin soi-même de se faire valoir. Mais je ne me fais pas valoir quand j'ai 13 petits-enfants qui arrivent ici. C'est ça mon faire valoir. Mon faire valoir, c'est d'avoir 5 enfants qui se sont mariés, enfin, un n'est pas marié, j'attends de trouver, si vous connaissez quelqu'un, non. C'est ça mon faire valoir, c'est d'avoir réussi à équilibrer ici une famille. Et je dois dire que là, pour le coup, parce que mon mari n'était pas là pour une grande partie des années, enfin entrecoupé comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment ma réussite. Et est-ce que j'aurais réussi pareillement en France? Non, je pense, comme je le dis toujours, d'accord, j'aurais acheté une argenterie supplémentaire, je suis très amatrice d'argenterie, encore une assiette, encore un verre en cristal, mais qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Je serais enterrée à Pantin à côté de mes parents? Non, merci. Ici, si je meurs demain, j'ai fait de grandes choses, même si vous ne me connaissez pas et même si personne dans mes voisins ne sait qui je suis. Mais je suis complètement pleine, complètement pleine du futur. J'ai participé du futur. Et ceux qui sont restés là-bas ne participent pas de ce futur-là. C'est quoi le futur? Le futur du pays, oui. Le futur comment vous le voyez? Politiquement, ça, j'en sais rien. Comme ça, quand vous parlez du futur, c'est... je ne veux pas penser qu'il puisse y avoir quelque chose de catastrophique qui arrive ici. C'est impensable de penser comme ça. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais tu n'as pas d'enfant? Il ne savait pas qui j'étais. Tu n'as pas c'est un Israélien, by the way. Tu n'as pas d'enfant pour vivre ici? Tu ne penses pas que c'est dangereux? Et je dis, à l'époque, je n'avais que les 5 enfants, pas de petits-enfants, mais si, j'ai 5 enfants ici. Mais je pense que la lumière est ici, c'est-à-dire le futur est ici. Oui, il y a des dangers. Maintenant, quand je regarde ce qui se passe en France, je pense qu'il y a aussi des dangers ailleurs. À l'époque, on ne pensait pas. Et si on ne parle pas de danger, parce que je vous demande le futur, vous me parlez du danger, mais est-ce que vous voyez une positivité dans ce futur et quel genre de positivité?
C'est pas merveilleux que la plus grande partie des jeunes juifs soient ici, c'est-à-dire quand on regarde les enfants de moins de 20 ans, je crois, ils sont plus de la moitié sont ici. Le futur, c'est d'être chez soi. On a ce sentiment-là, je suis chez moi, pas seulement dans cette maison, je suis chez moi. Et je dirige ma vie comme ça. Je dirige, en plus, même si on ne me demande pas mon avis, et même si je participe d'une histoire tellement énorme, c'est ce que je ressens. Mais alors, énorme, pourquoi finalement? Parce que vous nous dites ça, on vous croit, mais finalement, ça veut dire qu'il y a derrière un projet peut-être pour l'humanité entière, quelque chose qui fait l'humanité, je m'en fous. Je ne parle que de l'humanité des Juifs. Je pense que la place des Juifs est ici. Que je ne tire pas des conclusions de ce qui se passe actuellement à l'étranger, en France en particulier, puisque c'est quand même ce que je connais le mieux et j'écoute beaucoup la radio française. Donc, je ne comprends. Je perçois que par exemple, pour parler de ce qui se passe en France, je comprends qu'on ne puisse pas partir. Vous voyez, je me suis disputée avec un ami de 50 ans, mais disputée sur le coup sévèrement, mais ça ne nous empêche pas de nous parler, qui est médecin en France et qui m'envoie il y a à peu près un mois ou deux sur WhatsApp un article montrant des croix gammées sur les boîtes aux lettres, et Simone Veil, et Finkielkraut, et je ne sais pas quoi. Tout l'article était comme ça. Et à la fin, je lui ai répondu, ne m'envoie plus d'articles comme ça, prends tes décisions. Parce que je me suis dit, si c'est tellement épouvantable, prenons une décision. Alors il me dit, c'est facile pour toi, parce que maintenant tu es en Israël, parce que tu es en Israël et tu as tous tes enfants autour de toi. Je lui ai dit, quand on est venu, nous, on avait 40 ans. On était au sommet de notre gloire en France. Et on a quand même décidé, parce qu'on a vu des dangers dans l'avenir de la famille, disons, parce qu'on avait des enfants qui sortaient beaucoup avec des non-juifs, et on s'est dit, ça suffit, on s'en va. Alors évidemment, maintenant, j'ai mes 5 enfants et tous mes petits-enfants autour de moi, ça c'est vrai. Mais toi aussi, prends tes décisions. Donc je ne comprends pas qu'on reste en France, moi, personnellement. Je le comprends profondément parce qu'on a le travail, parce que c'est difficile, parce que tout ça, c'est vrai. Mais ça revient à votre question tout à l'heure, pourquoi on parle le français? En tout cas, qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'on ne parle pas l'hébreu. Et qu'on ne me dise pas non plus que c'est parce qu'on a une place là-bas où on est quelqu'un. Parce qu'ici, on est quelqu'un, ne serait-ce que d'avoir pris l'avion pour faire son alia. Et le judaïsme, alors, ça change le rapport qu'on a je suis moins, oui, c'est plus facile. Je ne me bagarre pas. Je vous ai dit, on s'est bagarré dans ma famille parce qu'on était contre les Allemands. C'est comme ça qu'on était juifs. Ensuite, je me suis bagarrée, en particulier à partir du moment où les enfants étaient à Maïmo, pour que chez nous, ça soit parfaitement cachère et qu'on puisse inviter les amis de Maïmo sans rougir et sans s'inquiéter. Maintenant, je vais au supermarché, je ne regarde pas quelle est la cache-route des produits. J'achète tout ce que je trouve, je m'interroge sur rien. Shabbat, on s'interroge sur rien parce que Shabbat, on le ressent parfaitement, même à Tel Aviv. Avant, on habitait Jérusalem, comme je vous ai dit, pendant 20 ans. Mais on ressent Shabbat, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Les fêtes, on est invité ou on invite, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Rien n'est calculé. Tout est dans la marche. L'air du temps est juif. Donc, il n'y a pas besoin de lutter. Ça a aussi un inconvénient, c'est que, par exemple, je vais très rarement à la synagogue, je n'appartiens pas à une communauté, alors qu'à Paris, on appartenait à la communauté de Montevideo. On ressentait le besoin de se retrouver, on ressentait aussi le besoin de montrer aux enfants la bonne direction. Maintenant, pas seulement parce qu'ils sont plus grands, mais aussi parce que chacun fait comme il veut, et en fait, nos enfants sont en règle générale plus religieux que nous. Mais moi, je ressens que je respire en juive, ici. Je n'ai pas besoin de respirer autre chose. Donc en fait, c'est une sorte de naturalisation de ce qui était vécu avant comme une contrainte très rigide. Maintenant, exactement. Et sur le plan de votre... juste des aspects plus personnels, sur le plan de votre physique, de votre comportement, de votre caractère, de votre mentalité, beaucoup de choses ont changé aussi sur cet aspect-là. J'ai vieilli, alors j'ai pris 20 kilos. Oui, indépendamment de... Il y a eu une différence, je dirais, vous allez être étonnés, je dirais qu'il y a eu plus de différence
Vous parlez de, par exemple, sur, je ne sais plus quel mot vous avez donné, mais sur mon physique ou sur mon... Oui, caractère, comportement, mentalité. Mon comportement, disons, entre l'alia, entre guillemets, de Jérusalem à Tel Aviv, qu'entre l'alia de Paris à Jérusalem. Ah bon. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à Jérusalem, bon, je vous ai dit, de toute façon, on était comme... l'idée même de respirer était déjà un problème. C'est-à-dire, c'était très difficile de s'adapter. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, l'alia. Et mes enfants doivent le ressentir parce qu'ils disent « Maman et papa, on vous remercie d'avoir fait l'alia parce que je ne pense pas qu'on aurait eu le courage, chacun, de faire ça, d'avoir ce courage-là. » Mais de venir à Tel Aviv, on s'est libéré. Ce qu'on ne savait pas, parce qu'en fait, on est venu à Tel Aviv d'abord parce que c'est une ville plate, ensuite parce que 3 de nos enfants habitent ici, dans les 10 minutes autour d'ici, et c'est ça qui nous a fait venir à Tel Aviv. Mais on est beaucoup plus libre à Tel Aviv qu'on était à Jérusalem. On est moins oppressé, moins triste, moins oppressé. Et sur des choses aussi quotidiennes, votre habitation, votre habillement, la nourriture, l'alimentation, ça, est-ce qu'il y a du défi? L'alimentation, je vous ai dit, c'est beaucoup plus facile parce que tout est cachère. C'est aussi beaucoup plus facile parce que les repas, ça c'est ce que je vous ai dit tout au début, quand on est arrivé de France, on ne concevait pas un repas sans, par exemple, viande et légumes ou poisson et légumes dessert. C'est-à-dire les repas étaient des repas réellement très, très organisés autour des protéines animales, en tout cas, ça c'est sûr. Ici, même pour Shabbat, parfois je fais des choses halavi, une quiche, des poireaux, une salade, des tomates. Sur le plan alimentaire, ça a un petit peu changé, on mange certainement un petit peu différemment. Plus simplement aussi, c'est ça que vous voulez plus dire? Simplement. Y compris pour l'habillement aussi, par rapport à... pour l'habillement, c'est encore plus simple. Hein, mais il y a une toute petite différence, c'est qu'en France, je travaillais dans un... Vous voyez, je m'habillais pour aller travailler. Je ne me serais pas permise d'aller travailler sans être en robe, par exemple. Sans être en jupe, jamais en pantalon. Est-ce que vous avez parlé beaucoup du phénomène juif? Est-ce que hébreu, ça vous dit quelque chose, hébreu, devenir hébreu? Parce que vous me parlez de Manitou. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Ça veut dire, je dirais que pour moi, hébreu, c'est l'habitant d'Israël. C'est curieux, mais c'est ça. C'est-à-dire, je suis revenue aux sources en habitant ici, comme un petit peu, et heureuse que la terre ne me rejette pas. Heureuse d'avoir pu m'habituer, d'avoir pu m'acclimater ici, parce que je me serais sentie montrée du doigt si j'avais dû repartir en France et ne pas pouvoir devenir hébreu en Israël, c'est-à-dire habitant ici. Est-ce que vous êtes inspiré par la tradition, l'étude en général? Alors, ou est-ce que... Ici, c'est plus mon mari qui s'occupe de ça. Et donc, on a un cours organisé par Julien Roitman une fois par mois ici. Avant, c'était les cours de M. Benadmon. Mais à Paris, on allait toutes les semaines au cours de Georges Yancel. Et donc, on était plus dans l'étude. On se sentait... C'était plus compliqué en France. Ça vient de la même chose... Ça revient encore à la même chose. Ici, l'air qu'on respire est un air juif et on ne se sent pas obligé de montrer... je sais qu'il faudrait que j'étudie, hein, c'est pas que je ne sache pas qu'il faille faire ça, mais je suis juste bien. Je n'ai pas besoin de... Je suis juste comblée. Et l'air que je respire me comble. Je ne dis pas que l'étude ne me comblerait pas, mais... Et vous avez le sentiment que c'est cette attitude que vous avez de plénitude, de sentiment de plénitude, c'est partagé par les Israéliens en général, enfin par les gens en tout cas que vous voyez? Absolument pas. Et en plus, ils sont même étonnés de cela. Par exemple, la première fois où on a eu cette impression-là, c'était avant notre alia, quand nous sommes allés voir, mon mari et moi, le professeur Mimouni. C'est le professeur qui était responsable de la pédiatrie à Jérusalem, à qui nous avons dit que nous voulions monter et que je voudrais devenir pédiatre ici. Il m'a posé une seule question, il m'a dit « Combien vous gagnez ?» Et je ne me souviens plus, je pense que c'était encore des francs à l'époque, je me souviens du chiffre, mais je n'ai pas osé lui dire la vérité, alors je lui ai dit « Je gagne 2000 francs par mois. »
Et il m'a dit oh, mais si vous gagnez ça, j'échange votre place contre la mienne. Ne montez pas ici, vous n'allez pas gagner ça. Et on lui a dit mais nous, on ne monte pas pour gagner. On monte pour des raisons qui sont au-delà de nous et qui ne sont pas financières, etc. Et il ne comprenait absolument pas. Et il ne m'a pas bien guidée parce qu'il vraiment, il ne comprenait pas. Ensuite, quand on parle avec des gens, il y a eu toute la période où, je ne me souviens plus ce qui se passait en France. Quand mon mari rentrait le jeudi ou le vendredi avant Shabbat, il arrivait à la synagogue à Chovet Zion à Jérusalem, on lui demandait, c'est exactement comme si c'était échappé en 1939. Qu'est-ce qui se passe en France? Les gens ne pouvaient pas penser qu'on était monté sans qu'il y ait aucune raison réelle de monter en Israël. C'est-à-dire, on n'était pas pourchassé par les nazis, on n'était pas pourchassé par les Français, on n'était pas, il n'y avait aucune raison que nous montions autre que notre propre envie de monter. Et ça, les Israéliens ne le comprennent pas non plus. Et maintenant, c'est encore pire. Maintenant, ils pensent qu'à cause des histoires carbone et autres, ça je pense que ça a été très très mauvais pour nous, toutes les histoires du CO2 et autres, toutes les histoires judiciaires de ces gens qui ont été, la taxe carbone, vous avez sûrement entendu parler de ça, mais ça ressort absolument partout. Et les gens pensent que, et d'ailleurs il y a le nom, on a parlé de l'ALIA Boeing pour mon mari qui était tout le temps dans les gold pour les cartes fidélité sur El Al. Alors maintenant, c'est l'ALIA fiscale. C'est-à-dire, les gens pensent que beaucoup de Français sont montés pour des raisons fiscales. C'est-à-dire, parce qu'ici, pendant 10 ans, vous êtes exempté de tout impôt, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais on fait un truc comme ça, alors que les gens montent pour ça. Ils ne peuvent pas penser qu'on monte pour des raisons qu'on veut vraiment faire partie du peuple. Ça fait bizarre, parce que vous, en même temps, vous dites les Israéliens, vous êtes israélienne depuis maintenant. Je parle des Israéliens de souche. Et là, il y a comme s'il y avait encore une différence. Il y a une différence énorme. Aucun Israélien ne me considère comme israélienne. Aucun. Ça, c'est vraiment un leurre total de penser que les Israéliens nous considèrent comme des Israéliens. Pas du tout. Bon. Non, ils nous considèrent comme des Français montés en Israël. Je ne suis même pas sûre. Regardez, je vous donne un exemple. Mon fils Ézéchiel, le dernier, a passé là une entrevue très importante pour entrer dans une société avec un degré de... Comment ça s'appelle un peu comme je vous ai raconté pour ma belle-fille, un degré de, pas de secret, mais comme on dit, confidentialité importante. Il a eu le droit à des interviews comme ci, des interviews comme ça, de partout. Ils sont, mais sidérés de la quantité de personnes qu'il connaît, de la quantité de voyages qu'il fait à l'étranger, genre, ne nous racontez pas que vous faites ça et que vous n'êtes pas agent secret. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas, et même ils ne comprennent pas les Français qui montent. En dehors de, ah oui, maintenant avec ce qu'on voit, les gilets jaunes, je comprends que vous veniez, mais les gilets jaunes, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Avant ça, l'ALIA fiscale, avant ça... Il faut qu'il y ait une raison qui ne soit pas... Ah oui, on ne peut pas monter, ils ne pensent pas, sauf à être très religieux peut-être. Peut-être que dans le milieu que je ne fréquente pas, un milieu extrêmement religieux, peut-être qu'ils peuvent penser qu'on est monté pour des raisons religieuses. C'est curieux parce que, apparemment, les Israéliens aussi, ce sont des gens qui sont arrivés. Là, il n'y a pas d'Israéliens, il y en a très peu. C'est vrai. Donc tout le monde doit être un peu sur le même mode. Non. Il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui sont là. Non, d'ailleurs, ils vous le disent. Moi, ça fait 5 générations que j'habite Jérusalem. Moi, ça fait, etc. C'est-à-dire, les alias, je pense même, donc ça va peut-être se terminer, mais que même l'alia russe est plus intégré, parce qu'il y en a beaucoup dans les ministères, beaucoup plus intégré que l'alia de France. Et on est arrivé avec beaucoup de particularités. C'est pas que les Russes n'avaient pas de particularité, mais je pense que l'ALIA française, d'ailleurs ils le disent, vous restez beaucoup entre vous. Quand je vais à la synagogue, je vous ai dit que c'était pas souvent, mais quand j'y vais, je vais dans une synagogue française, par exemple. Ce que je faisais pas à Jérusalem, mais c'était une synagogue américaine. Donc de toute façon, on n'allait pas. D'ailleurs, Chopin, c'est une synagogue française. Je suis en train de penser à ça. Chovet Zion, c'est une synagogue américaine. La synagogue ici de Prosper, c'est français. Et est-ce que chacun reste un peu comme ça, peut-être aussi oui, dans sa communauté. Donc finalement, quand vous dites les Israéliens, ce sont on va voir dans ceux qui donnent le là, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis plus longtemps, oui, mais qui sont peut-être là que depuis
que depuis D'accord, l'entre-deux-guerres. 3 générations, d'accord, 2 générations. D'accord, Voilà. là on va voir pour nos petits-enfants. Parce que là, les enfants, le problème ne se pose plus pour les enfants. Si, les problèmes peut-être ne se poseront plus pour les petits-enfants. Ah si, mes enfants, ça, si vous les voyez, vous comprendrez, ils sont français et ils sont entre français. Notre fille qui habite sur Kikara Medina est avocate, elle travaille dans une société israélienne, elle parle parfaitement l'hébreu, mais quand nous allons Shabbat chez elle, et c'est très fréquent, quasiment, enfin moi tous les Shabbats ou tous les 2 Shabbats, on ne voit que des amis français. J'ai jamais vu chez elle des amis israéliens Shabbat, par exemple. Je suis en train de réfléchir à ça. Et pourtant, elle parle parfaitement l'hébreu, elle travaille dans une société israélienne. Peut-être que tout le monde vit un peu sur votre mode, mais comme ça ne communique pas complètement, vous ne le voyez pas. Peut-être que chacun ressent quelque chose comme ce sentiment d'appartenance, J'en suis sûre. Complètement juif, etc. Tout le monde doit bien le ressentir malgré tout. Donc il y a quelque chose qui est donné à la vitalité du pays, pas tous les habitants qui sont là, mais peut-être que simplement chacun est dans son couloir et ne voit pas la même chose chez l'autre alors que l'autre le vit. Je suis sûre que les gens, que nos amis ressentent la même chose que nous, ne se posent pas les questions que vous pouvez vous poser parce que vous arrivez de France. Regardez, mes grands-parents maternels viennent d'Ukraine. Est-ce que je me demandais si j'étais française? Non, j'étais française. Je vivais comme les Français, je mangeais comme les Français, je m'habillais comme les Français, je travaillais comme les Français, je parle le français. Donc je ne m'interrogeais pas. Et je pense que par contre, mes grands-parents se sont largement interrogés, mais même la façon qu'ils ont eu de pousser leurs enfants pour faire des très belles études en France. Moi, je ne poussais pas comme Et ça. alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que nous, on est l'équivalent de nos grands-parents arrivés par exemple, mes beaux-parents aussi, ils arrivaient de Pologne. Alors, ils avaient une idée de la France qui était extraordinaire et ils ont poussé leurs enfants et que sais-je. Ici, on est dans l'état de nos grands-parents polonais ou de mes beaux-parents polonais, etc. Que nos enfants n'auront pas cette idée-là, nos petits-enfants n'auront pas cette idée-là. Qu'est-ce qu'ils auront comme idée? Ils sont nés en Israël, leurs parents ont vécu en Israël, leurs grands-parents, ah oui, non, ça c'est vrai, nos grands-parents, ils venaient de France. Ah oui, ils venaient de France. Est-ce qu'il ne se perd pas quelque chose à ce moment-là, finalement, s'il n'y a pas cette plénitude dont vous parlez, que vous ressentez Il se perd quelque chose d'énorme, mais ça fait partie de la... Est-ce que nous, en France, on avait cette béatitude? Quand on a le culot de regarder ce qui se passe en France actuellement, et jamais mes grands-parents auraient critiqué la France. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Un jour, j'ai demandé, je vous fais l'histoire courte, mais j'ai demandé ma belle-mère m'avait raconté que toute sa famille a été déportée, dénoncée par des Français. Et je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, mais maman, pourquoi tu ne nous as pas raconté qu'il y avait des Français qui ne s'étaient pas conduits convenablement, entre guillemets. Et elle m'a dit, ton père ne l'aurait jamais accepté, qu'on critique la France. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose de très très fort qu'on a, nous, pour Israël. Mais ensuite, nos petits-enfants seront peut-être comme tout cela, ne demanderont qu'à partir en Amérique. C'est très frappant ici. Les Israéliens de souche, ils veulent avoir le passeport européen quand ils arrivent par bonheur d'Espagne ou que sais-je, maintenant qu'il y a eu ces trucs-là, ils veulent partir d'Israël. Ils ont l'idée qu'ailleurs, c'est mieux. Nous, on pense qu'en Israël, pas seulement c'est mieux, au jour le jour, je ne sais pas si c'est mieux, c'était très très bien en France, il ne faut pas exagérer, on était vraiment bien comme je vous l'ai dit. Mais je pense que c'est ici, on est chez nous et notre avenir est ici. Et l'air qu'on respire, c'est le nôtre et on n'a rien à demander à personne. Et ça, pourquoi est-ce que ça disparaîtrait? Ça disparaît chez les Israéliens. Parce qu'ils ne se rendent absolument pas compte. Les Israéliens ne savent rien déjà. Là aussi, je vous raconte une histoire. À Sukkot l'année dernière, on a déjeuné sous la souka avec un Haver Knesset. Et Un député, donc. Un député. Et il nous a raconté que leur grande idée ici, c'est de faire disparaître le cash. Et Claude, l'argent liquide. Et Claude leur a dit, mais vous savez que nos familles ont été sauvées et ont survécu quand les entreprises, par exemple comme celle de mon grand-père, étaient avec des administrateurs, etc., et qui ne pouvaient plus travailler en tant que juifs, etc. Ils ont été sauvés par le fait qu'ils avaient de l'argent dans les poches et qu'on a cousu, en ce qui concerne mes grands-parents pour ses enfants, des pièces d'or dans les manteaux en disant, avec ça, vous pourrez toujours vous acheter un repas. Il a dit, de quoi vous me parlez ?
Il n'avait jamais entendu parler, il est Haver Knesset, il est député, je vous le promets, et je ne vous donne pas son nom, mais vous pouvez aller le rencontrer si ça vous intéresse. Il vous expliquera qu'il ne savait pas que le cash était quelque chose qui a sauvé les Juifs pendant la guerre. Donc, si vous voulez, quand vous voyez la différence qu'il y a, par exemple, dans cette conversation, avec ce qu'on a, aucun Français ignore ça, aucun Français juif, je parle. On sait de quoi on parle quand on parle de la guerre et de ce qui s'est passé. Etc. Ici, ils ne connaissent rien de ça. Alors, ils peuvent adorer le Louvre. Ils peuvent adorer, je ne sais pas, aller se promener place de la Concorde. Bien sûr que oui. Mais nous, chaque endroit, quand ils vont, je ne sais pas, rue Pavée, ils sont émerveillés. Moi, chaque endroit là-bas, je pense que ça crie des horreurs, mon cœur se renverse. Vous pensez qu'ils ne se sentent plus juifs? Je pense qu'ils sont plus israéliens que juifs. Je ne parle pas des religieux, je parle des gens, comme nous disons, l'équivalent de nous en israélien. Ils sont plus israéliens que juifs. Et ce n'est pas si grave même pour beaucoup d'entre eux si leurs enfants se marient avec des non-juifs ou si leurs enfants partent vivre à l'étranger. Est-ce que ça, c'est pas justement, ça ne fait pas partie d'une évolution de normalisation qui peut-être maintient l'identité juive tout en la déployant, tout en l'ouvrant plutôt que parce si c'est vrai, je le déplore, mais je pense que ce pays-là, quand on a fait notre alia, bon, je vous répète qu'on n'est pas parti pour des... Imaginez que maintenant... Bon, prenons le truc maintenant. Si on faisait notre alia maintenant, on ne penserait pas aller en Amérique non plus. C'est-à-dire, je ne suis pas venue, nous ne sommes pas venus en Israël, je dis même à Jérusalem, parce que mon mari, par exemple, m'avait proposé, tu préfères Jérusalem ou Tel Aviv? Si c'est pour aller à Tel Aviv, je préfère rester à Paris. C'était ce que je ressentais. C'était faux, mais c'était ce que je ressentais. Parce que ce qu'il y avait à Jérusalem, j'allais dire quasiment de la protection divine de Jérusalem, je le ressentais tellement bien. Ça se perd, ça, un petit peu. Mais je ne serais jamais allée en Amérique. Et pourquoi faire? C'est encore un pas s'éloigner d'Israël. De toute façon, on va finir en Israël. Et de toute façon, ce que je voulais, c'est y mettre mes enfants. Non, je ne pense pas que ce soit c'est peut-être la normalisation, mais ce pays-là n'est pas un pays normal. Il n'y a pas de normalité ici. Je l'espère en tout cas, parce que sinon c'est très décevant. Et justement, cette nouvelle façon peut-être d'être, les époques chacune sont marquées par les circonstances historiques. Ici, la transformation, la mutation fait qu'on abandonne peut-être une forme de la judéité telle qu'elle était vécue en exil depuis tant d'années. Et donc, logiquement, non, on ne se détache pas de ce passé, mais malgré tout, il est passé. C'est-à-dire qu'on est passé à autre chose. Vous parliez du futur. Vous parliez du futur. Mais justement, le futur s'assied vraiment sur le passé, sur l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire, c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est vrai, ils n'apprennent rien à l'école, donc ils ne le connaissent pas. Ouais, mais pourquoi ils n'apprennent rien à l'école? Vous avez compris pourquoi le système, beaucoup de personnes disent c'est très faible au niveau de ce qu'on apprend. Oui. Non, on apprend d'autres choses. On apprend tout à fait d'autres choses. Oui, c'est-à-dire, ce qu'on apprend, c'est... quand ma fille Nathanaël est partie au MIT, la personne qui lui a fait passer l'entretien, il a dit « On adore les Israéliens, they think out of the box ». Bon, alors ça, c'est le truc majeur ici. Think out of the box. Donc, peu importe, la boxe, si c'est le passé, etc., c'est mauvais. L'histoire, si c'est la boxe, c'est mauvais. Donc, mais je pense que justement ici, si on est tout le temps en train de rappeler Abraham, Isaac, Jacob, et la naissance du monde, et encore Bereshit, et encore Pessah, et puisque c'est d'actualité, et le passage, la sortie d'Égypte, et que sais-je, il faut s'appuyer là-dessus. Si on oublie tout ça, on est qui? On n'est rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Si jamais on oublie ça, à mon avis, on va se diluer dans l'ensemble des nations et n'être rien. Pourquoi on existe encore et pourquoi on a eu cette force depuis toujours d'exister malgré toutes les persécutions, etc. C'est parce qu'on s'est attaché au passé. Parce qu'on s'est assis sur le passé au sens la sécurité que donne la connaissance du passé pour pouvoir progresser. Et le futur, il s'assied là-dessus. Non, on voit bien quand même que l'engagement pour le pays est quand même très fort. L'armée, par exemple, que ce soit les jeunes qui acceptent d'y aller, que ce soit les parents qui acceptent que les enfants sans problème, enfin, ça paraît naturel. C'est pas sans problème, d'abord. Et ensuite, je ne connais pas bien la réponse à ça. Vous demanderez à des gens plus calés que moi. Mais ce que je sais de ça, c'est que, non, par exemple, à Tel Aviv, vous avez énormément...
parce qu'ici, justement, le sentiment juif est plus dilué, disons, il existe, hein, mais plus dilué, et le sentiment d'appartenance est plus, j'appartiens à une grande ville, à une grande métropole, à une métropole qui ne dort jamais, et tous ces trucs-là, ils ne vont pas de bon cœur à l'armée. Vous prenez évidemment les enfants issus des kibbutzim ou des grandes idées très fortes, philosophiques ou que sais-je, oui, ils vont à l'armée, ceux-là. Mais ceux qui se donnent à corps perdu à l'armée ne sont pas forcément des gens qui... C'est peut-être par là que le futur va passer, c'est-à-dire que la nation va pouvoir se développer, même s'il y a des gens à l'extérieur, même s'ils sont tous dans la Startup Nation, tout ça. Il y a quelque chose d'une dynamique nationale qui est en cours, de formation, et forcément, on passe à autre chose. On passe à autre chose, et il y a une sorte de confiance que, malgré tout, l'histoire des Hébreux partis en exil pendant 2000 ans, qui reviennent sur leur terre, redeviennent Hébreux et refont quelque chose d'autre, peut-être précisément une nation qui va permettre d'ouvrir l'hébraïté, l'enseignement de toute cette histoire. Ça ne va pas du tout dans l'histoire juive. Je ne pense pas qu'on soit là pour donner une leçon, contrairement à ce qui est indiqué, universelle. Je ne pense pas d'accord avec la tradition. Pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que ce n'est pas dans nos mains. Ce n'est pas dans nos mains. Non. La direction, elle est... C'est comme un énorme fleuve. Je vous ai dit qu'on était un caillou ici, mais que le caillou est indispensable. Mais ce qui se passe, on n'est pas là pour convertir les autres, ni au judaïsme, ni aux idées juives. Ça nous suffit d'être nous. Pourquoi on a besoin de convertir? Rien du tout. Non, mais c'est pas une question de besoin. C'est une question de ce qu'on appelle vocation universelle. Je ne crois pas. Je pense que ceux qui pensent ça, et j'en connais, je le vois, en particulier ceux qui partent pour ces raisons-là, pour plus de commodité aussi, parce que c'est pas tout à fait facile ni de donner 3 ans à l'armée, ni d'être réveillé le matin à 5h20 par une roquette. Je ne parle pas de ces gens les gens qui pensent ça, ils ne partent pas, parce que précisément, ils pensent qu'il y a une vocation universelle d'Israël, pas d'aller dans le cosmopolitisme. Parce que justement, Manitou parlait du juif, c'est être juif à l'échelle, à l'exposant, il disait exposant national, et être hébreu, c'est être juif à l'exposant universel. C'est-à-dire que, malgré tout, dans la tradition en tout cas, il y a l'idée qu'il y a un universalisme de rayonnement, qui n'est pas un universalisme évidemment d'impérialisme ni de conversion, mais il y a un impérialisme d'idéal d'ère messianique, on va dire, c'est-à-dire d'un moment donné où le monde est abouti, dans lequel les Juifs, en tant que peuple, jouent un rôle, on va dire, important, moteur, et que donc cette mission, elle se poursuit aujourd'hui à l'intérieur, dans d'autres conditions, avec un État, qui peut-être permettra davantage un aboutissement de cette vocation. On va voir. Mais peut-être est très très bien. Alors on va voir, on en reparle dans 50 ans, dans 500 ans. Moi je pense vraiment que je ne réfléchis pas comme ça. Je réfléchis, pour faire un avenir, il faut un présent. Et le présent est indispensable. Et il ne faut pas dévier de rester bien dans le chemin du présent. Le chemin du présent, il est... Je ne parle pas des autres. Je parle de nous, d'être en Israël, de travailler en Israël, je m'en fous des autres. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucun besoin de penser qu'on va les donner des leçons et qu'on va avoir un rayonnement universel et que occupons-nous déjà d'avoir un rayonnement chez nous et c'est déjà pas si facile. Et vous pensez que ça pourrait même nuire? Je pense que c'est la voie de la facilité. Vous allez penser que c'est exactement le contraire, mais c'est la voie de la facilité de penser comme ça. C'est comme de vouloir nettoyer l'ensemble du quartier et de laisser votre maison sale. Occupez-vous de votre maison. Occupez-vous de votre famille, de les garder en Israël, de leur donner l'amour de ce pays et l'envie de le construire. Et puis après, on verra pour l'universalisme dans 500 ans. Vous me rappelez dans 500 ans et je viendrai vous parler. Avec plaisir, j'aurais changé d'avis peut-être. Non, on a le sentiment que c'est très fort chez vous et que précisément, comme vous l'avez dit avec l'exemple, avoir cette élaboration-là au moment où on fait,
les choses concrètement, où on réalise, ça serait dommageable, peut-être, à ce présent, d'y investir de façon trop élaborée. Absolument. Parce que ici, si vous voulez, c'est comme un enfant immature que vous envoyez dans le monde, dans le grand monde. Mais il ne peut faire ça ne peut être que des catastrophes. Essayons déjà d'être bien mûrs, d'être bien sûrs d'être un peuple, je ne veux pas dire uni parce que je ne suis pas une rêveuse, mais un peuple avec des dimensions communes. Et puis après, on ira voir les autres. En tant que pédiatre, vous voyez ça comme un enfant immature, le peuple d'Israël? Ah oui, absolument. Y compris dans ce que je peux lire. Je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est bien connu que les Juifs ne sont pas des gens comme tout le monde, hein, mais leur pensée, la pensée de ceux que je vois, par exemple, qui partent à l'étranger pour... en tout cas, même dans votre pensée ou dans celle de Manitou, hein, l'universalisme, pour moi, commençons. Ça va pour les gens de Galoute, je veux dire, c'est comme une excuse pour rester en Galoute. Venez ici, travaillez ici, vivez ici avec le sel et le poivre et la viande, et après on verra si l'étranger est utile.